Bonjour tout le monde, c'est encore avec beaucoup de plaisir que je vous accueille pour ce 3e épisode de la saison d'Autrement, directement du Musée de la Civilisation. Mélanie, aujourd'hui, on parle d'un enjeu qui est majeur. Il apparaîtra dans chacun des épisodes de la saison, à savoir les changements climatiques. Et aujourd'hui, on en parle en lien de leur impact sur la disponibilité en eau. Sachant que on fait quand même face, dans les années qui courent, au même nombre de précipitations annuellement, en quoi est-ce que les changements climatiques viennent jouer sur la disponibilité? Mais en fait, ils vont nous jouer des tours parce que, oui, il va y avoir des précipitations tout au cours de l'année, mais il va peut-être en avoir au moment où on n'en a pas besoin. Et à des moments où on en aurait besoin, comme au printemps, au mois de juin, quand on veut arroser nos pelouses, qu'on veut remplir nos piscines, bien, ça se peut qu'il y en ait moins. Comme en juin dernier, où on l'a vu, il y a eu une période où toutes les municipalités ont appelé les citoyens à arrêter d'utiliser des usages extérieurs parce que, les réservoirs étaient bas dans plusieurs municipalités parce qu'on a eu des semaines sans pluie. Donc, c'est ce que les changements climatiques vont avoir comme impact, c'est qu'ils vont nous arriver avec des moments où on va avoir des fortes précipitations. À Noël dernier, on a eu des fortes précipitations qui ont fait des grosses inondations qui étaient inattendues. Donc, c'est ça aussi qui nous attend au niveau de la disponibilité. Là. C'est plus... On va avoir la même eau, mais à des moments, peut-être qu'on ne voudrait pas. Là. Ça devient plus difficile, si je comprends bien, pour nos organisations, en fait, de l'accumuler ou de la gérer, cette eau-là. Bien, en fait, quand on arrive, par exemple, pour une municipalité qui veut alimenter en eau potable d'une manière régulière, bien, quand il va y avoir beaucoup d'eau qui va arriver, bien, peut-être que la qualité au début de la période de pluie, elle va venir de lessiver plein. Elle va avoir lessivé les routes, elle va avoir lessivé les installations septiques, mais ça va peut-être amener une charge aussi pour le traitement de l'eau. La même affaire quand on est en période d'étiage, bien, il va y avoir des algues qui vont se développer dans le milieu naturel, il va même avoir des cyanobactéries, etc. Donc, ça va amener un défi au niveau de l'alimentation en eau. Ça me rappelait à chaque fois l'utilisation d'une éponge, par exemple, qui est très, très, très sèche, sur laquelle je garocherais un verre d'eau. Il n'y aurait pas grand-chose qui resterait dedans. Est-ce que c'est un peu la même réaction au niveau du sol quand il y a de fortes pluies après, disons, 3 semaines de sécheresse, maintenant? Une forte pluie, là, ça s'en va directement au cours d'eau, ça s'en va au fossé en avant de chez vous, ça s'en va directement au cours d'eau. Ça ne recharge pas grand-chose de la nappe phréatique. On a besoin, pour recharger la nappe, d'avoir plusieurs journées de pluie douce là, sur le territoire qui va rentrer à l'intérieur de la nappe parce qu'on a besoin de cette eau-là souterraine. Souvent, on pense pas à ça, mais c'est l'eau souterraine qui alimente les cours d'eau en période de sécheresse, en période d'étiage. Donc, si on n'a pas rechargé la nappe, si on a imperméabilisé cette nappe-là, puis que l'eau s'en va directement au cours d'eau, on va se retrouver aussi dans des situations problématiques. Puis les changements climatiques, dans le fond, là, c'est pour toutes les problématiques qu'on va voir au long de l'émission, ça va toujours nous hanter parce que ça vient tout le temps augmenter les problèmes. On peut aussi, en tant que citoyen, faire partie de la solution et s'inspirer de certaines personnes qu'on est allées rencontrer aujourd'hui qui ont pris le taureau par les cornes, qui ont fait preuve d'imagination pour accumuler l'eau lorsqu'elle tombe et ainsi s'assurer d'en avoir quand les périodes de sécheresse sont un petit peu plus longues. On est allé à l'île d'Orléans, qui est un secteur particulier de la communauté métropolitaine de Québec. On pourra y revenir. Mais pour l'instant, allons voir de quelle façon certains agriculteurs ont trouvé des solutions. Salut Philippe! Bonjour, monsieur. Francis, ça va? Oui, ça va bien. Yes! C'est toi le propriétaire des lieux? Oui, Cool! avec mon épouse. Dis-moi, qu'est-ce que vous faites principalement ici comme agriculture? Nous, ici, la production principale, c'est de la fraise. On produit de la fraise à partir de la mi-juin à la mi-octobre. OK. Fraise d'été, fraise d'automne et un petit volet framboise. Puis après ça, des grandes cultures là, pour faire la rotation des cultures. L'île d'Orléans, en plus d'être très agricole, c'est premièrement patrimonial. C'est l'endroit où les premiers Français se sont installés quand ils sont arrivés dans le Bas-Canada. Donc, ça regorge aussi beaucoup d'histoires, en plus de l'agriculture. À l'île d'Orléans, 95 du territoire est zoné agricole. Une agriculture que l'on dit très dynamique. Pour ça, ça prend des modes de production qui sont adaptés à nos ressources. Par exemple, en production végétale, on parle de pommes de terre, de fraises, framboises, petits fruits. Ça prend nécessairement des systèmes d'irrigation. Je suis content que tu aies accepté de nous rencontrer parce que dans une émission comme Autrement, évidemment, l'eau est au cœur de bien des enjeux. Puis dans votre cas particulièrement, l'eau est une matière première dans votre activité économique. C'est sûr que la production de la fraise sans eau,
c'est difficile à faire dans les années présentes. Si tu compares plutôt à ce que c'était peut-être quand ton père était gestionnaire de la ferme, qui était l'agriculteur principal, versus ta réalité aujourd'hui, il y a des gros changements. C'est du simple au double, comme on pourrait dire. Il n'y a pas de comparaison à faire avec la production qu'on faisait dans v'là 20 ans, dans les années 2000, versus la production qu'on fait maintenant. Il faut vraiment... Le consommateur puis les acheteurs, nous, on vend beaucoup à la grande distribution, puis il faut arriver avec des standards de qualité très précis, aussi beau qu'un produit importé, dans le fond, là, avec une belle qualité. Pour réussir à avoir tous ces critères-là, l'eau est un enjeu très important. C'est avec l'île d'Orléans, c'est un milieu fermé où l'agriculture s'est développée, mais on n'avait pas des ressources en profusion. Vous comprenez, nous autres, ici à l'île, on a toujours été conscients de la ressource très limitée. Donc, c'est ce qui fait que les agriculteurs ont été peut-être plus débrouillards que plusieurs producteurs des régions avoisinantes. Toute l'expansion qu'on a prise, on a toujours mis l'eau en première position. T'sais, si on décidait de faire plus grandes fraises, on calculait toujours notre capacité d'eau. C'était pas des calculs scientifiques, c'était des calculs selon l'expérience qu'on avait vécue les années précédentes versus la quantité d'eau. Puis là, on s'aperçoit de plus en plus que probablement que c'est les changements climatiques qui font ça, mais que les quantités d'eau finales sont les mêmes. Si on sait à l'hiver, on reprend les moyennes d'eau dans chaque mois, sont pratiquement pareilles que v'là 10 ans, mais ils se font beaucoup plus rapidement. C'est des périodes plus intenses de pluie et des périodes de sécheresse beaucoup plus longues qu'auparavant. Quand c'est une grosse quantité qui tombe dans une courte période de temps, après une période super sèche, cette eau-là, t'en profites pas vraiment. Souvent, après une période très, très sèche, les sols ne sont pas réceptifs à avoir une quantité d'eau. Les sols sont comme secs trop en surface, puis il arrive trop une grosse quantité d'eau. La plante ne prend pas toute la production d'un coup. C'est là qu'il faut... C'est là l'importance d'essayer de récupérer cette eau-là pour la remettre dans nos bassins artificiels pour le futur. Bien, si on part à la base, toutes les plantes ont besoin d'eau. Ça peut paraître simple. Dans la nature, les plantes se débrouillent assez bien avec les précipitations. Mais dans un contexte agricole où l'entreprise doit être performante, elle ne peut pas attendre après les précipitations. Si elle est chanceuse, oui, les précipitations pourraient combler les besoins en eau de la culture, mais il reste que souvent, dans des périodes où il n'y a pas de précipitations, où les précipitations sont insuffisantes, il faut intervenir avec l'irrigation. Bien sûr, il faut limiter le gaspillage. On se rend compte là, qu'on gaspille encore beaucoup d'eau, puis principalement au niveau de l'irrigation, il faut améliorer les techniques d'usage de l'eau pour que l'eau soit dirigée au bon endroit pour obtenir les meilleurs rendements. Tu sais, quand on parle d'installation, comme on disait tantôt, ça, c'est pas un étang qui est naturel, c'est vraiment là, quelque chose que vous avez fait. C'est tout ici à l'île, c'est pratiquement toutes des installations artificielles qu'on a creusées. C'est pas des lacs extrêmement profonds. Quand on réussit à avoir 4 mètres, on se considère chanceux. Dans le fond, nos étangs artificiels permettent seulement de garder l'eau de neige et recevoir l'eau de grande pluie l'été. Il n'y a pas d'alimentation vraiment de source pour alimenter ces bassins-là. C'est pas de l'eau que j'ai volée à personne. Pratiquement, c'est la fonte des neiges parce qu'il y a beaucoup d'étangs, je pourrais vous en montrer, qu'on a fait l'irrigation cet été puis sont encore vides. Ils attendent la neige. OK. Fait que ça, c'est vraiment là, des réserves, des provisions que vous faites pour vous assurer dans ta planification que tu vas être capable de traverser ta saison sans manquer d'eau. C'est ça. Voyez-vous ici, un étang de cette envergure-là, on a un champ de fraises juste ici, on calcule que... Je le sais qu'avec cet étang-là, je suis capable de faire ma production entièrement, même s'il ne mouillerait pas, de ce champ-là. OK. Avec ça ici, tu en aurais suffisamment pour traverser ta saison en ce qui concerne ces fraises-là? Oui, ce champ-là. C'est que l'idée ici, on a des étangs qui sont alimentés par la fonte de la neige. L'idée de pouvoir réalimenter ces étangs-là avec, par exemple, de la pluie. Si on pense aux entrepôts, on pense aux surfaces, à des bâches qu'on pourrait dérouler ou à des surfaces de captage qui pourraient permettre lors d'un épisode important de précipitation, réussir à réapprovisionner ces étangs-là pour toujours diminuer le risque que les cultures subissent un stress hydrique par finalement manque d'eau sur l'entreprise. Depuis plusieurs années, probablement dû au changement climatique, on se rend compte que la quantité d'eau qui tombe dans une année est la même. Mais sauf que c'est la répartition qui est inégale. Prenons l'exemple, au début de l'été 2020, tous les vacanciers étaient très heureux de la température.
mais on a vécu une période de sécheresse extrêmement longue qui a nécessité beaucoup d'interventions de la part des agriculteurs de l'île. Tu m'expliquais à quel point, en fait, l'utilisation que vous faites de la ressource, elle est calculée, il n'y a pas d'eau qui est gaspillée ici. Non, on travaille beaucoup à cette heure. Là, on a des systèmes informatiques là, qui nous permettent là, de savoir la tension du sol. Puis à un certain degré de tension qu'on désire pour la production, bien, on fait fonctionner nos pompes, là, nos systèmes d'irrigation. Fait que tout ce qui est... On a des systèmes de goutte à goutte qui est fait, là, ça le dit, goutte à goutte, là, qui irrigue, puis un petit tuyau qui nous irrigue les plants de fraises. Bien, ça, on peut faire de l'irrigation en plein jour parce qu'il y a une polythène, puis il n'y a pas d'évaporation, c'est contrôlé. Vu qu'on tient nos tensions de sol toujours au bon niveau, on n'en met pas trop non plus, juste parfait pour la plante. Puis ce qui est encore produit, on pourrait dire un petit peu à l'ancienne façon, avec de l'aspersion, de l'irrigation qui se fait, là, qui mouille toute la plante et le sol au complet, bien ça, on en profite la nuit pour toujours favoriser le moins d'évaporation possible. Je suis curieux de savoir c'est quoi l'apport en pourcentage de l'eau qui est utilisée dans une année qui proviennent de vos étangs. 100 %. Wow, OK. C'est uniquement des bassins. Dans un monde idéal, c'est clair que si on avait de l'eau en quantité illimitée, on ne se poserait pas la question combien on a besoin d'eau pour passer l'été. Ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas une saison qui est pareille. Il n'y a pas une culture non plus qui est pareille. Il n'y a pas un sol qui est pareil. Je ne veux pas compliquer trop les trucs, mais il reste que c'est difficile de savoir exactement le volume d'eau que j'ai besoin pour l'été qui s'en vient. Parce que ça se peut qu'il y ait des précipitations régulières, suffisantes, mais ça se peut aussi qu'il y ait des grandes périodes sans précipitation. Je pense que l'agriculture à l'île a toujours sa place, puis devra toujours être là parce qu'on est quand même proche de la ville de Québec. On est un microclimat. Ça nous permet de faire des produits différents d'autres avec des saveurs différentes. Je pense que la gestion de l'eau à l'île d'Orléans, présentement, est bien faite et devra continuer d'être bien faite. Puis je pense que la population devrait nous appuyer dans ce sens-là. Il faut être vraiment conscient que l'eau qui est utilisée sur l'île d'Orléans est très limitée. Puis c'est pour cette raison que l'île est un beau laboratoire pour vraiment démontrer l'efficacité d'utilisation de cette eau-là. Après cette introduction sur les impacts des changements climatiques, allons voir du côté de la ville de Lévis comment on se prépare à y faire face. Je pense que la ville de Lévis, on est bien préparé pour faire face à d'éventuels problèmes d'alimentation en eau. On a remarqué comme impact des changements climatiques, notamment cette année, des périodes de sécheresse. Cette période-là a fait en sorte que les gens se sont mis à consommer énormément d'eau et on est obligé de mettre des restrictions d'usage parce que la consommation d'eau atteignait des niveaux records. On a même été obligé de recalibrer nos appareils de mesure parce que la quantité d'eau dépassait ce que nos appareils de mesure étaient capables de prendre. Alors, il a fallu mettre une restriction d'usage et de demander aux gens d'arrêter d'arroser leur gazon, de faire attention à l'eau qui est utilisée. Il ne faut pas oublier que nous sommes au Québec parmi les plus grands consommateurs d'eau au monde. On consomme environ 530 litres par jour par personne. On n'aura pas le choix avec les changements climatiques, les périodes de sécheresse, d'être raisonnable sur notre consommation d'eau. Éviter autant que possible, dans les périodes de sécheresse, d'arroser sa pelouse, quand on donne des indications. C'est important. Si on a été capable de bien s'en sortir cet été, c'est parce que notre population a bien collaboré. Considérant les impacts qu'ont eu les changements climatiques pour la ville de Lévis et ses multiples prises d'eau, je suis curieux de savoir qu'en est-il pour la ville de Québec et la rivière Saint-Charles. Les changements climatiques nous amènent de plus en plus d'extrêmes. Donc, quand on regarde au niveau de la quantité d'eau qui est disponible, donc à l'étiage, on va avoir moins d'eau qu'on a pu en avoir par le passé. On va avoir les problèmes contraires aussi dans la crue ou dans certaines inondations. Donc, on va avoir plus d'embarques, on va avoir des inondations plus fortes. Les zones inondables, que ce soit autour de la Saint-Charles ou partout au Québec, on a vu dans les dernières années des inondations dans des zones 0-100 ans qui se sont reproduites à quelques années. Donc, c'est ces extrêmes-là qui s'en viennent. Donc, c'est la même chose au niveau de la quantité de l'eau. Puis à l'étiage, bien, il y a encore moins d'eau qu'on aurait pu avoir par le passé. Bien, l'étiage, ça va être le moment de l'année où il y a le moins d'eau dans la rivière Saint-Charles, donc un débit le plus faible. Généralement, comme la rivière Saint-Charles ou la plupart des rivières au Québec, on va parler d'un étiage souvent en été. Puis il y en a également un qui a lieu en hiver, là, sous la glace, qu'on voit un petit peu moins. Donc, c'est le moment où l'eau est le moins disponible là, au courant de l'année.
Une des difficultés avec l'eau, c'est que quand on veut pas d'eau, on en a trop, puis quand on veut de l'eau, ben on en a pas assez. Donc, c'est un peu le même phénomène. Donc, c'est certain que des efforts de limiter notre consommation d'eau, si on peut les cibler dans les moments clés, les moments vraiment à l'étiage, là où il y a le moins d'eau dans la rivière Saint-Charles, bien, l'effet est encore plus grand. Donc, le petit peu d'eau qu'on réussit à sauver dans un moment d'étiage a un impact encore beaucoup plus grand sur le milieu de la rivière Saint-Charles, sur le milieu naturel. C'est important. C'est dans les moments, justement, où l'eau se fait plus rare qu'elle est le plus précieuse. Si la population réussit à baisser sa consommation d'eau, que ce soit d'un simple petit pourcentage, bien, ce pourcentage d'eau-là qui va se ramasser dans la rivière, qui va rester dans la rivière, va permettre d'avoir une eau de meilleure qualité dans toute la section aval de la prise d'eau, dont la zone urbaine. Donc, on pourrait penser, dans les prochaines années, si on réussit à faire suffisamment d'efforts, d'aller faire du canot, du kayak sur le bord de Vanier, sur le bord de Saint-Roch. On pourrait aller également pêcher de façon tout à fait sécuritaire, avec une eau de qualité dans le parc Les Saules, donc le cimetière Saint-Charles. Donc, le potentiel, il est là. On a juste un petit frein au niveau de la qualité de l'eau. Puis si chaque effort qu'on fait à réduire notre consommation d'eau nous fait faire un pas dans la bonne direction pour nous amener à pouvoir profiter de notre rivière Saint-Charles au maximum. Ramenons ça plus près de nous et allons visiter l'usine de traitement d'eau qui est située sur la rivière Saint-Charles pour voir comment ils se sont ajustés afin de faire face au changement climatique. Bonjour Valérie! Ça va bien? Oui, très bien. Enchantée de vous voir aujourd'hui. Ben oui, merci de m'accueillir. Dans la ville de Québec, le nombre d'usines au total, on en a 4. Ici, aujourd'hui, on est présentement à l'usine de Québec. C'est notre usine principale. Ici, pour te présenter, ça, c'est suite à l'arrivée de l'eau dans la rivière. Puis ici, c'est des pompes. On appelle ça des pompes d'eau brute. Elles sont à basse pression. L'eau est gravitaire depuis la rivière, mais pour passer à l'intérieur de notre chaîne de traitement, l'eau, elle a besoin d'énergie. Donc, on doit la pomper pour lui donner une certaine pression pour être en mesure de cheminer dans les autres étapes de traitement. Fait que ça, c'est notre première étape. Là, je vais vous inviter à me suivre. On va descendre pour aller voir le pré-traitement, la coagulation. Ben, je te suis. De notre côté, les changements climatiques au service du traitement de l'eau, de la façon qu'on les vit, c'est vraiment l'impact sur les étiages sévères qu'il y a. Il y en a de plus en plus et de plus en plus longues périodes. Donc, pour nous, la disponibilité de la ressource est moins là. Donc, c'est difficile, il faut en prendre soin et la préserver. Donc là, on est rendu où? C'est notre pré-traitement. C'est notre première étape, là. Donc, ici, on a des mesures en continu de l'eau. C'est l'eau de la rivière qui est simplement dégrillée. Donc, on va mesurer la conductivité, le pH, la température ainsi que la turbidité. La turbidité, c'est un élément qui est important pour nous. C'est la matière humide qui est à l'intérieur de l'eau, sa couleur aussi. Donc, c'est ça que la coagulation est très importante. Donc, on injecte de l'alun. L'alun, lui, comme coagulant. Ensuite de ça, il va y avoir la flocculation. Je vais vous inviter, on va aller voir les décanteurs Actiflo pour vous montrer un peu plus c'est quoi la flocculation. Ça, c'est des procédés chimiques, c'est pas des procédés biologiques. Non. Ça fait 2-3 fois que tu fais allusion là, au dégrillage. Oui. Le principe du dégrillage, c'est l'eau est infiltrée à travers des Très grilles pour simplement, retenir les grands morceaux. c'est des grilles avec des ouvertures de 2 cm par 2 cm pour prendre les branchailles, les feuilles, les algues, tous les gros morceaux qui pourraient se retrouver c'est ça. Vraiment, dans là, l'eau. son premier filtre à partir du milieu naturel. Oui. OK, cool. Pour éviter de briser nos équipements comme les pompes là, qu'on a ici. Super. Ben écoute, je te suis. On est dans ton domaine. Cet été, avec la situation qu'on a vécue, on a été mis à risque avec une surconsommation d'eau potable qu'on a connue. Et c'est sûr que les citoyens vont pouvoir s'exposer à certaines conséquences. En ayant des débits qui doublent et triplent les pointes horaires, on a un manque d'eau. Donc, en matière de production, pour remplir nos réservoirs, on peine à les remplir. Donc, certains réservoirs étaient remplis uniquement à 50 de leur capacité durant ces moments précis-là. Donc, ici, c'est vraiment la conduite principale qui va alimenter notre chaîne de traitement. Ça mène jusqu'à où? Ça mène dans un sous-sol. Après ça, l'eau est captée par chacun des actiflots. On a 3 actiflots. Donc, la conduite principale va se séparer en 3 conduites secondaires pour alimenter chacun un tiers du débit.
Avec l'impact des changements climatiques, nous, à la Ville de Québec, on va suivre nos débits de consommation, mais également la quantité d'eau qui est disponible dans notre réserve naturelle, qui est le lac Saint-Charles. Donc, c'est un logiciel qui va prendre nos données de consommation puis qui est couplé avec les données météorologiques. Et ça, on a des prévisions qui vont se projeter dans le temps avec certains patrons de consommation sans aucune précipitation. Donc, on a le nombre de jours qui nous restent avant de plus avoir d'eau. C'est sûr qu'avec ça, on a des plans d'action de pénurie ou de contamination d'eau potable. Donc, on a plusieurs actions à mettre en place. Mais l'impact majeur du citoyen, c'est vraiment de préserver la ressource puis d'en faire un bon usage. Donc, ici, dernière étape avant d'arriver dans le réservoir, c'est l'injection d'hypochlorite de sodium. Ici, on voit, c'est les pompes doseuses. Tout l'équipement que ça prend, la tuyauterie, les manomètres de pression, colonnes de calibration et les débitmètres. Donc, c'est injecté proportionnel à notre débit de production. Tout ça s'ajuste de façon automatique. Et également, on injecte de la chaux pour réajuster le pH là, qui est normé dans l'eau avant la distribution au réseau. Puis qu'est-ce qui peut avoir un impact sur... Parce que là, tu dis que ça s'ajuste en fonction du débit de production. Oui. Qu'est-ce qui peut avoir un impact sur votre débit de production? Qu'est-ce qui le justifie? C'est la demande? C'est vraiment la demande, là. La demande dans les réseaux, les débits de pointe. Donc, les ménages, les débits de consommation sont plus élevés le matin, sur l'heure du midi, sur l'heure du soir, qui est vraiment notre plus grande pointe horaire, là. Okay. Donc, notre patron de consommation a des pics durant la journée. Fait qu'on doit d'augmenter. Puis également, en soirée, on va remplir tous nos réservoirs dans la ville, là. Donc, après la pointe de soirée, les réservoirs sont là pour tamponner le débit et suffire à la demande. Donc, la production est augmentée durant la nuit pour les remplir, pour être à un niveau plein le lendemain matin. Fait que là, on arrive dans le Command Center. Dans le centre de commande, notre console, donc c'est là qu'on contrôle tout et qu'on voit tout automatiquement qu'est-ce qui se passe, là. Donc, notre technicien opérateur ici aujourd'hui, Marcelo, là, suit le traitement. La petite cloche que vous avez entendue, le ding, ça, c'est une alarme. C'est une alarme sonore pour dire à l'opérateur en place que quelque chose qui ne fonctionne pas et qui va regarder, dans le fond, pour agir à distance comme ça. Puis s'il y a besoin d'aide avec ses collègues, bien, ils vont faire des interventions directement sur place. Dans une longue période d'étiage, lorsqu'on va la vivre, c'est pas parce qu'on a une grosse pluie qui va survenir 1 ou 2 journées qu'on est à risque zéro, là. Les nappes phréatiques qui alimentent le lac peuvent être très asséchées, là. Donc, ça prend beaucoup de précipitations pour une recharge complète puis se dire qu'on est totalement sécuritaire. Alors, Mélanie, avec ce qu'on vient de voir, est-ce que les stratégies déployées par les agriculteurs, en fait, pour faire face, dans le fond, à d'éventuels manques d'eau, c'est pas des patterns qu'on devrait éventuellement tous appliquer pour faire face au changement climatique? Un défi, là, justement, des changements climatiques, ça va être qu'on consomme moins et qu'on consomme différemment. Donc, si on pouvait avoir chez nous des réservoirs pour accumuler de l'eau pour l'usage extérieur, notamment pour le jardin puis pour arroser notre gazon. Donc, ça pourrait être une alternative. Mais ce qu'on fait pas, c'est parce qu'on n'a pas conscience qu'éventuellement, on va peut-être en manquer à certains moments. Donc, c'est pas une pratique courante. Non, c'est encore beaucoup trop facile. Les changements climatiques ont des impacts aussi sur les milieux naturels. On en a peut-être un peu moins parlé aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quand même des éléments importants là, qui doivent être précisés par rapport à ça. Bien, parce que les milieux naturels, ils vont être récepteurs des fortes précipitations. Quand on est en forte précipitation, l'eau, elle va tout ramasser sur le territoire, les sels de voirie, mais aussi, ils vont lessiver les installations septiques, ils vont amener des hydrocarbures, puis c'est les milieux récepteurs qui vont recevoir ça. Et souvent, bien, il va y avoir des mécanismes de défense. Et on voit, par exemple, au lac Saint-Augustin ou à beaucoup de lacs au travers du Québec, on a de plus en plus d'épisodes de cyanobactéries. Pourquoi? Les algues bleu-vert aiment beaucoup s'alimenter
alimentés de ces éléments nutritifs-là qu'on apporte, mais aussi, ils adorent la chaleur. Donc, on va avoir à certains moments des épisodes de chaleur qui vont favoriser l'éclosion des fleurs d'eau et surtout celles qui sont les plus toxiques. Et pour l'alimentation en eau potable, c'est là le défi. Là. On parle en Ontario souvent qui ont des gros problèmes avec les grands lacs. C'est vraiment important de prendre en considération ça pour l'alimentation en eau des usines notamment. Parce que quand tout s'assèche, on accumule beaucoup de contaminants et de polluants un petit peu partout. Et quand de fortes averses arrivent, il y en a tellement peu qui sont retenus par le sol ou qui rentrent dans les installations que ces grands courants d'eau-là et ces polluants-là sont acheminés directement vers les cours d'eau pour faire les lacs. La règle du 80-20 qu'on applique à peu près à tout, là, mais la règle du 80-20 s'applique aussi. Quand on a des fortes précipitations, là, c'est 80 des charges annuelles qui arrivent dans le lac. C'est là qu'on a le plus de charges qui vont nous arriver. Quand il y a des petites précipitations, ça s'infiltre. Mais quand on a des fortes précipitations, ça lessive tout et ça s'en va dans les cours d'eau. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle le ruissellement, dont on va parler la semaine prochaine dans notre prochaine émission. Merci, Mélanie. Merci.